Il est 2h13 du matin et le Starship, en perte totale de contrôle, se désintègre sous les yeux impuissants de SpaceX alors qu'il rentre dans l'atmosphère. Et si cette fois-ci le véhicule a réussi à atteindre l'espace pour la première fois de sa version V2, eh bien, différents indices laissent penser qu'hélas, le problème pourrait être bien plus grave pour SpaceX et profondément ancré dans le design du véhicule. Ainsi, alors que la troisième génération qui va lourdement se baser sur le V2 pointe tout doucement le bout de son nez, la question se pose, que va-t-il se passer pour le Starship? Et si vous vous posez vous aussi des questions comme pourquoi ce demi-échec, c'est quoi la suite et que s'est-il réellement passé? Eh bien, restez avec moi parce qu'on va voir ça ensemble dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et sur ce, eh bien, on va attaquer avec le gros du gros morceau. Ceux qui étaient présents en direct le savent déjà, mais cette nuit, le Starship a été détruit lors de son retour dans l'atmosphère. Et le coupable est déjà en partie connu. En fait, pour contrôler son orientation, le Starship utilise des petits propulseurs, on appelle ça des RCS, qui permettent de l'incliner, de le faire se tourner et encore d'autres. Sauf que le gaz qu'ils utilisent, qui n'est pas brûlé contrairement à celui des moteurs, mais qui est simplement un gaz neutre, eh bien, il a subi une fuite, et ça a commencé à faire tourner le Starship sur lui-même de façon incontrôlée. Quand il est rentré dans l'atmosphère à plus de 26 000 km/h, il était donc sur le dos et son bouclier thermique tournait du mauvais côté. Sans surprise, on l'a alors vu se désintégrer dans l'atmosphère, avec des images, il faut l'avouer, aussi belles que brutales. Mais d'un côté, il y a quand même une petite réussite pour SpaceX. Contrairement au vol 7 et 8, le Starship de nouvelle génération, censé être plus résistant, optimisé et amélioré, a quand même atteint l'espace. Mais d'un autre, le bilan est aussi un peu plus inquiétant. Et si le Starship avait un problème bien plus grave? Quand on retourne en arrière dans le vol, on peut remarquer des éléments perturbants qui finissent par se recouper. Déjà au début du vol, des vibrations assez intenses sont visibles. À partir de là, d'autres problèmes assez discrets commencent à apparaître. Une coloration d'un aileron qui trahit un départ de feu et donc une fuite de carburant du Starship, celui des RCS étant différent et ininflammable, un point chaud sur un moteur et un possible départ de feu dans la baie des moteurs sont suspectés. Ainsi, eh bien, quand on recoupe un peu le tout, on peut commencer à émettre l'hypothèse que la fuite ne soit liée à ces vibrations. C'est du gaz pressurisé stocké dans des réservoirs assez fragiles, et le secouer n'est pas l'idéal. Et dire ça, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Depuis le 7e vol, c'est un problème récurrent que SpaceX tente de contourner. Lors du 7e vol, le Starship avait en effet souffert de l'effet Pogo, une vibration induite par d'infimes changements dans la poussée des moteurs. Et c'est là que les choses sont assez inquiétantes. Dans sa communication, SpaceX mentionne à chaque vol ajouter une multitude de systèmes pour contourner les effets des vibrations, comme les fuites et les départs de feu. Le problème, c'est que le problème de base, lui, on n'en parle plus et l'effet comme les images laisse penser qu'il est toujours présent. Et il faut dire que c'est délicat. Apparu avec la version 2, ces vibrations sont le fruit de changements tant dans la structure que dans la taille et le poids du véhicule. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans le design du Starship, et c'est ça qui peut être grave. Si SpaceX n'arrive pas à réduire le risque pour tous les problèmes qui en découlent, il faudra alors revoir le véhicule en entier, profondément, et les conséquences seraient lourdes. Déjà, dès le départ, SpaceX a traité les V2 comme des prototypes de transition au succès au minimum garanti. Vu la production actuelle, il semble qu'il ne reste que 3 Starship V2 et que SpaceX prépare la V3. On a par exemple vu apparaître une section de test de ce qui semble être la section en charge du transfert de carburant entre deux Starship, un élément clé de cette future version. Le problème, c'est que du coup, SpaceX risque de se retrouver avec un stock limité de Starship V2 pour régler ces problèmes. Il faut au minimum 8 mois pour produire un prototype et qu'il soit prêt au vol, et si la V2 n'apporte aucun succès, la V3 devra être profondément revue et servir pour régler le problème. Or, sachant qu'elle rallonge le Starship de 10 mètres et apporte une armée de changements, et donc elle apportera encore des changements en profondeur aussi, ça peut forcer SpaceX à soit revoir la V3, comme je le disais, soit à passer directement à une V4. Et ça, eh bien, il faut être honnête, ça peut lourdement retarder le programme dont le calendrier est déjà serré. Surtout qu'à côté de ça, d'autres anciens problèmes sont aussi remontés lors de ce vol. Mais là, un petit retour en arrière va s'imposer. Lors du 3e vol, en mars 2024, la porte de la soute de satellite avait en effet été ouverte et avait échoué à se refermer. SpaceX avait ainsi dû la revoir en profondeur et devait la tester depuis le 7e vol. Et là, eh bien, pour le 7e et 8e vol, vous connaissez les bilans qu'on peut résumer à un feu d'artifice. Ainsi, lorsque le premier Starship V2 a atteint l'espace lors de ce 9e vol, eh bien, les espoirs étaient grands.
Malheureusement, de vieux démons sont venus hanter la porte de la soute. Alors qu'on attendait le déploiement de 8 simulateurs de satellites Starlink, cette dernière a refusé de s'ouvrir sans qu'on ne sache encore exactement pourquoi. On reste encore dans le flou, mais il y a hélas fort à parier que le travail ne soit pas fini de ce côté non plus. Et puis, à côté de ça, le booster du Starship Super Heavy nous a aussi réservé un beau spectacle. Le booster de 70 mètres de haut réalisait en effet son second vol, après avoir été récupéré lors du 7e. Équipé de 29 moteurs et aussi récupéré lors des vols précédents, sur 33 en tout, il a permis à SpaceX de démontrer qu'ils étaient capables de faire revoler le véhicule. Et ça a son importance et c'est un précieux retour d'expérience pour la suite du programme, sachant que Starship comme Super Heavy ont une architecture commune assez importante et que le retour d'expérience sur l'un bénéficie à l'autre. Mais malheureusement, là aussi, le booster allait échouer à rallumer ses moteurs et se poser en mer comme c'était prévu. Si on attendait en fin de vol une simulation d'une défaillance, c'est une vraie défaillance qui s'est produite juste avant et qui est encore difficile à cerner. Il peut s'agir d'un problème lié au moteur, de dégâts liés aux vibrations, et l'un dans l'autre, eh bien, c'est assez difficile pour le moment de faire des pronostics. Mais bon, là aussi, Super Heavy s'apprête à évoluer. Alors que deux boosters neufs, les 16 et 17, seront bientôt prêts à voler, la troisième génération pointe le bout de son nez. Plus longue, plus puissante, mieux optimisée. Elle devrait commencer avec le booster 18, et on peut espérer la voir voler d'ici 4 vols avec le premier Starship V3. Alors, beaucoup de pincettes bien sûr s'imposent ici, car le suivi des pièces d'assemblage est devenu plus compliqué avec la nouvelle usine. On sait en revanche que SpaceX a des pièces de Starship jusqu'au 42, sachant que le 35 vient de voler et que le 38 sera le dernier V2, en tout cas il semble pour le moment. Et puis, à côté de ça, le programme continue aussi de galoper. Par exemple, le second pas de tir de Starbase a vu la table de lancement sur laquelle le lanceur sera posé être installée. Et ce pas de tir, eh bien, il a quelques différences, la plus notable étant un déflecteur de flammes, donc une tranchée qui redirige le souffle des moteurs, qui remplace la plaque avec le déluge d'eau installé sous le premier pas de tir, suite aux dégâts du premier vol. En parallèle, SpaceX avance aussi sur le pas de tir de Cap Canaveral en Floride, qui sera crucial pour le programme lunaire Artemis de la NASA. Le tout en plus de mener des essais sur des réservoirs de test de Super Heavy V3 et de continuer de démonter les anciens bâtiments d'assemblage devenus inutiles. Le programme continue donc aussi d'avancer, et c'est une bonne chose. Les prochains prototypes sont bien avancés et dans l'absolu seront vite prêts pour le 10e vol. Mais en parallèle, il y a en revanche fort à parier que ce dernier vol se fasse encore un peu attendre. SpaceX va devoir analyser les causes des problèmes rencontrés il y a quelques heures, et trouver également des solutions pour y pallier. Mais il est aussi difficile de savoir si ces solutions seront suffisantes et dans quelle mesure les prochains prototypes seront impactés par les problèmes actuels. Soit c'est une emplâtre sur une jambe de bois, soit SpaceX sait que la V3 réglera d'office le problème, soit les problèmes semblent liés et ne le sont pas. Bon alors ça, ce serait étonnant, mais bon. En tout cas, une chose est certaine, le et les prochains vols risquent d'être encore plus cruciaux et charnières qu'on ne le pensait il y a encore quelques heures et quelques jours. Car d'une façon ou d'une autre, il faut avouer que la seconde génération souffre encore de problèmes récurrents. Sur ces 3 vols, le Starship V2 accuse en effet 3 échecs, et ça eh bien, ce n'est pas optimal non plus. Et si on peut facilement affirmer que ça n'empêchera pas l'entreprise de régler le problème tôt ou tard, eh bien, craindre des retards sérieux pour des aspects majeurs du programme est aussi logique. Le ravitaillement en orbite, les Starlink V2, le Starship lunaire, des aspects cruciaux pour SpaceX pour garder sa longueur d'avance sur la concurrence et être rentable, qui dépendent tous d'un même véhicule, qui pour le moment est un peu bloqué. Mais bon, le mieux sera d'attendre la suite des événements et de reparler de tout ça quand on en saura plus. Et ça, eh bien, soyez certains que je le ferai. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant, eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, vous pouvez toujours vous abonner, le liker, commenter et partager. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.